Bon, aujourd'hui, je vous préviens, ça va être un peu indigeste. L'histoire de la philosophie, c'est l'histoire de modèles qui se font concurrence pour expliquer le réel. Plus les sciences se développent, et moins il y a de place pour une philosophie spéculative qui, par le passé, comblait les trous là où la science ne pouvait aller. Les découvertes scientifiques dictent à la philosophie son évolution. La philosophie peut aussi anticiper la science. On retrouve déjà chez les Grecs des modèles qui préchotent les sciences naturelles modernes. Dans tous les cas, on cherche la concordance entre le modèle philosophique et les faits scientifiques. Cette concordance est en mouvement constant, du fait que notre compréhension du réel s'actualise en permanence. En tant que prolétaire, en tant que femme, en tant que racisé, bref, en tant qu'exploité, nous devons, pour changer notre condition, transformer le monde. Et pour transformer le monde, il faut le comprendre. La question du modèle philosophique est donc centrale. Les sciences étant nécessairement redevables d'un modèle philosophique historiquement situé, il vaut mieux que ce modèle soit le plus en phase avec le réel, le plus pertinent. Et c'est justement la prétention du marxisme. Aujourd'hui, on aborde donc un des aspects du marxisme les moins compris et les plus mystérieux, la dialectique. Plus particulièrement, je vais essayer d'exposer ici les recherches de Friedrich Engels autour de la dialectique de la nature. Dialectique de la nature, c'est avant tout un livre inachevé, un travail de recherche énorme interrompu par la mort de l'auteur. Le bouquin est d'abord traduit tardivement en Russie. Les premières éditions semblent bâclées. Les éditions sociales, ancienne édition historique du Parti communiste français, remettront de l'ordre en respectant les indications d'Engels et l'organisation originelle des manuscrits. Il y a beaucoup de mystères et de rumeurs autour de ces recherches, d'autant que personne ne s'y penche réellement et qu'elles ne sont pas publiées. En vrai, c'est tranquille, rien d'insurmontable. On va tout de suite d'ailleurs balayer la rumeur la plus merdique. Non, Marx ne s'opposait pas à ces recherches. Il faut arrêter d'opposer Marx et Engels comme le font beaucoup d'intellectuels. Intellectuels qui voient déjà chez Engels un formalisme dogmatique qui trahirait la pensée d'un Marx non marxiste. Si Marx avait eu le temps, il se serait occupé lui-même de la formalisation et de la vulgarisation de son propre travail. Il serait lui-même devenu le dogmatique que l'on voit chez Engels. Mais bref, c'est un autre débat, revenons à nos moutons. C'est quoi cette foutue dialectique ? La dialectique, on la retrouve chez les Grecs déjà, chez Héraclite notamment, qui pose des réflexions intéressantes sur le caractère en devenir constant du monde. Tu ne peux pas te baigner deux fois dans le même fleuve, car de nouvelles eaux coulent toujours sur toi. À en croire Engels, les Grecs avaient une vision plus globale et fluide du monde que les sociétés qui leur ont succédé. Mais ce n'était que pure intuition, cette vision allait de pair avec un faible développement des sciences. À cette époque, la dialectique, c'est aussi une méthode permettant d'accéder à une vérité par le dialogue et la contradiction. C'est la fameuse maïotique que l'on retrouve chez Socrate et Platon. Lisez un texte de Platon et vous comprendrez tout de suite de quoi il retourne. On le voit, la dialectique peut donc prendre au choix la forme d'une méthode, au choix la forme d'une vision du monde spécifique, d'un paradigme. Elle sera mise de côté par l'histoire de la pensée jusqu'à sa redécouverte à l'époque moderne. Pourquoi la dialectique met-elle autant de temps à ressurgir dans l'histoire de la philosophie ? Engels en donne une explication simple. Pour se développer, les sciences ont dû d'abord isoler leur objet d'étude, fragmenter le réel, classer, en conséquence adopter une approche rigide du réel, où le mouvement et le devenir n'ont pas leur place. Philosophiquement, ça se traduit par le développement de la métaphysique. Métaphysique qui élabore une vision où les choses sont immuables, fixes, égales à elles-mêmes dans le temps. En définitive, des abstractions, des chimères. On pourrait exprimer ça en une formule. La métaphysique s'occupe des choses, là où la dialectique s'occupe des mouvements. Il faut donc bien avoir à l'esprit que la vision du monde dominante dans la période qui précède Hegel, Marx et Engels est une vision figée. À l'inverse de l'humanité, on accorde à la nature un déploiement dans l'espace, mais pas dans le temps. On nie tout changement. La nature est vue comme conservatrice. Les étoiles, la terre, les continents, les espèces végétales et animales, une fois formées, restent égaux à eux-mêmes. Le semblable engendre le semblable. L'étude moderne de la nature commence avec la Renaissance, la redécouverte des Grecs, puis l'avènement de la bourgeoisie et le développement technique. Pour se développer techniquement, il faut adopter une compréhension rationnelle du monde, donc libérer les sciences de l'emprise religieuse. La science naturelle s'émancipe de la religion par nécessité. Kant, philosophe allemand qui précède Marx, va d'abord ouvrir une brèche en affirmant que le système solaire est le résultat d'un devenir dans le temps. La Terre a donc une histoire. Par suite, la géologie oblige les scientifiques à observer que la nature a elle aussi une histoire face aux découvertes d'espèces disparues. La physique, quant à elle, arrive à la conclusion d'un cycle éternel de la matière en mouvement, avec l'idée révolutionnaire que la quantité de mouvement est constante. Matière et mouvement sont indestructibles, ils ne sont pas créés. La nouvelle conception de la nature est posée, tout est mouvement. Il n'y a rien d'éternel sinon le mouvement et ses lois. On est revenu à la conception des Grecs, à la différence ici que l'intuition et la spéculation ont laissé place à la science. Hegel, philosophe allemand du 19e qui succède à Kant, traduira dans le champ philosophique ce changement de paradigme à travers sa théorie dialectique. Seulement Hegel est un philosophe idéaliste. L'idéalisme en philosophie est déjà à l'époque une approche obsolète car anti-scientifique. Cette approche pose le monde comme incarnation d'un esprit, d'une idée, d'une logique. Chez Hegel, c'est le développement de l'esprit qui est d'abord dialectique. Le monde en mouvement n'est que le reflet d'un esprit en mouvement. Or c'est l'inverse qui est vrai, la dialectique dans la tête n'est que le reflet du mouvement dans le monde réel. Hegel a trouvé l'expression abstraite du mouvement de l'histoire, mais cette histoire n'est pas encore l'histoire réelle des hommes.
Son mérite est d'avoir, le premier, exposé les lois de la dialectique. Chez Marx, la dialectique est le contraire direct de celle de Hegel. L'idéal n'est que le matériel transposé et traduit dans la tête de l'homme. Historiquement, Marx et Engels vont d'abord s'approprier la dialectique, formalisée par Hegel, pour étudier les sociétés humaines. Les sociétés humaines sont le fruit d'un devenir historique qui s'explique avant tout par des mutations économiques. Elles sont vouées à évoluer et à disparaître pour changer de forme. Le principe central qui met en mouvement cette histoire est la lutte permanente entre des catégories sociales aux intérêts divergents, la fameuse lutte des classes. La conception historique des sociétés développée par Marx est donc dialectique. La société est en devenir constant, pris dans un mouvement issu d'une opposition entre forces sociales. Marx sur la dialectique. Dans sa configuration rationnelle, elle est un scandale et une abomination pour les bourgeois et leurs porte-parole doctrinaires. Parce que dans l'intelligence positive de l'état de choses existant, elle inclut du même coup l'intelligence de sa négation, de sa destruction nécessaire. Parce qu'elle saisit toute forme advenue dans le flux du mouvement, et donc aussi sous son aspect périssable. Parce que rien ne peut lui en imposer. Parce qu'elle est, dans son essence, critique et révolutionnaire. Renvoyant dos à dos le matérialisme poussiéreux car fixiste de son temps et la dialectique perchée dans le ciel des idées de Hegel, Marx va donc développer un matérialisme sans métaphysique et une dialectique sans idéalisme. C'est le matérialisme dialectique. Il nous lègue une synthèse qui, même si perfectible, reste le modèle philosophique le plus en adéquation avec le réel. Sur le tard, l'ambition d'Engels, appuyée par Marx, consistera à faire de la dialectique un modèle global, capable d'accompagner aussi bien les sciences humaines que les sciences naturelles dans leur développement. La démarche d'Engels est la suivante. Observer les dernières découvertes scientifiques pour y vérifier le caractère dialectique du réel. Le livre comporte pour ce faire plusieurs chapitres dédiés aux débats scientifiques de l'époque dans divers domaines. Électricité, chaleur, physique, chimie, biologie, astronomie. Ces chapitres, je les ai seulement survolés, pourquoi ? Je n'ai pas de formation scientifique, je suis incapable de me positionner sur tel ou tel débat. Ce qui m'intéresse ici, c'est de restituer la démarche et les ambitions d'Engels. Il va sans dire que je ne pourrai pas trancher quoi que ce soit quant à la nature dialectique ou non des faits scientifiques exposés. Engels cherche donc à mettre en lumière le caractère dialectique des processus naturels. Il offre d'abord une stratification des sciences naturelles en fonction du mouvement observé et de l'échelle adoptée. La mécanique est historiquement la première des sciences à émerger. Elle observe les formes de mouvement les plus simples. Le déplacement des corps, leur action réciproque les uns sur les autres. Ensuite émerge l'analyse du mouvement moléculaire, c'est la physique. Puis on réduit encore l'échelle en analysant le mouvement des atomes avec la chimie. Le mouvement est donc central puisqu'il occupe toutes les échelles et constitue l'objet d'étude même des sciences naturelles. De l'astre à l'atome, les corps sont en relation réciproque en agissant les uns sur les autres. Chez Engels, mouvement et matière sont quasi synonymes. Le mouvement est le mode d'existence de la matière ne peut être sans mouvement, le mouvement ne peut être sans matière. Or, se placer du point de vue de la dialectique, c'est se placer du point de vue du mouvement, du changement. C'est étudier le monde du point de vue du passé et de l'avenir. Considérer les choses dialectiquement, c'est les considérer comme provisoires, comme prises dans une histoire. Ce que l'on observe partout, dans la nature, dans l'histoire humaine, dans la pensée, c'est le mouvement. C'est du réel que vient la vision dialectique du monde. La dialectique constate donc le changement. Mais pourquoi les choses changent-elles ? Car il y a des forces qui s'opposent, des antagonismes, des contradictions. Chaque chose est une unité de contraire. Les cellules, par exemple, meurent et naissent en continu dans un organisme vivant. C'est parce que les choses contiennent leur propre négation qu'elles se transforment. Les choses changent car elles renferment leurs contradictions internes. Les contraires sont en conflit et les changements sont la solution de ces conflits. Engels voit déjà du côté de la polarité magnétique et électrique l'expression de ce phénomène. De même que les processus chimiques se réduisent à des phénomènes d'attraction et de répulsion. Ces phénomènes expriment selon lui le mouvement autodynamique, c'est-à-dire un mouvement généré par une opposition de force endogène, autrement dit interne. On peut aussi en physique ou en chimie observer un autre principe dialectique, le saut par bond ou saut qualitatif. Il s'agit simplement d'observer que des variations quantitatives peuvent entraîner des changements de nature, donc des changements qualitatifs. C'est l'exemple bien connu de l'eau qui, arrivée à ébullition, change brusquement d'état pour devenir de la vapeur. Aussi, certaines lignes de démarcation sont mises à mal par les découvertes scientifiques. C'est le cas de la délimitation entre vertébrés et invertébrés. Le ou bien de la métaphysique ne suffit plus, une nouvelle conception plus fluide du réel doit s'imposer. C'est ce que rend possible la dialectique, notamment en réinvestissant le principe d'identité. La logique formelle depuis Aristote fait débat. Elle a été utile aux sciences pour se développer dans un premier temps. Elle met en jeu ce qu'Engels appelle une identité abstraite. A égale A ne peut être à la fois égal et différent de A. Or, comme nous l'avons vu, tout est mouvement, tout périt et renaît à chaque instant. La matière contredit cette approche de l'identité. L'identité véritable, concrète, contient en elle la différence, le changement. Elle est plus malléable et fluide. On le voit en cumulant toutes ces observations, Engels nourrit l'ambition de faire de la dialectique un modèle et des lois valables pour les sciences naturelles.
L'ouvrage d'Engels étant inachevé, certains trouveront l'effet scientifique convoqué sans doute maigre. Aussi, que les choses soient claires, ce projet ne met pas tout le monde d'accord au sein du marxisme, il faut rester prudent. Certains rejettent l'initiative, préférant user de la dialectique uniquement pour appréhender les réalités sociales. D'autres vont systématiser l'initiative d'Engels au point de dogmatiser la démarche. Personnellement, la dialectique, c'est pas l'aspect du travail de Marx avec lequel je suis le plus à l'aise. C'est le réel qui doit nous dicter le modèle et non l'inverse. Or, par moments, je trouve qu'Engels force le réel à se plier à son modèle, même si ça reste marginal. Pour approfondir sa démarche, je vous invite à lire au plus vite cet ouvrage inachevé. Alors je vous préviens, ça se lit bien, mais ça part un peu dans tous les sens. Pour cette vidéo, j'ai dû remettre de l'ordre. Il y a tout un tas de sujets que je n'ai pas abordés pour ne pas vous perdre, mais vous trouverez aussi plein de réflexions sur les sciences, la méthode scientifique, l'induction, la déduction, l'empirisme, les catégories de jugement. Il y a aussi le fameux chapitre où Engels, partant du travail de Darwin, se livre à une spéculation paléoanthropologique sur l'avènement et l'évolution de l'homme. L'intérêt de ce chapitre n'est pas scientifique, mais surtout philosophique. Engels souligne le saut qualitatif qui se déploie entre l'animal et l'homme. Saut qualitatif qui rend nécessaire le développement des sciences historiques pour appréhender les sociétés humaines. J'ai fait une lecture synthétique de ce chapitre sur la chaîne, allez jeter un œil. La dialectique, sortie de sa systématisation dogmatique, est un outil puissant qui dit le caractère périssable du monde, qu'il soit naturel ou social. Il faut se l'approprier, l'étudier et pourquoi pas, si c'est fait avec finesse, l'appliquer. Car c'est aussi une méthode. Le Capital de Marx en fait la démonstration sans jamais l'énoncer. Marx n'a pas le temps, il agit. Tâchons de nous en inspirer pour penser ce monde mortifère et le transformer.